Écris ton code comme si la personne qui devra le maintenir était un psychopathe violent qui sait tuer. Est-ce que tu connais cette expression? Cette expression, tu peux la lire dans le livre Clean Code de Robert Martin ou Oncle Bob si vous avez levé des sardines ensemble. Donc ce que veut dire Oncle Bob au travers de cette expression, c'est qu'il est important d'apporter un soin particulier au code que l'on écrit. Et ça tombe bien, c'est un peu le sujet de cette vidéo. Alors oui, je sais, on passe du temps à écrire du code, on passe du temps à écrire des fonctions, mais je sais pas si t'as capté, on passe aussi beaucoup de temps à lire du code. Alors on va se poser 2 minutes et on va prendre un cas concret. On va prendre le cas d'une anomalie qui est remontée par une équipe de test sur un site qui est en production. Là, on va avoir un développeur de l'équipe qui va être chargé de corriger cette anomalie, de fixer le bug comme on dit chez nous, dans le milieu, in the middle, pour ceux qui parlent anglais bien sûr. Ah, je viens d'entendre mon prof d'anglais qui vient de faire un malaise, il vient de s'évanouir. Bon, j'irai le réanimer après, je dois avoir un taser qui traîne quelque part. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir le développeur de l'équipe qui va essayer de charger la codebase du projet dans son IDE préféré. On va avoir 2 cas de figure. On a d'un côté le bon développeur. Alors le bon développeur, il voit un ticket, il code. Et après on a le mauvais développeur. Et le mauvais développeur, il voit un ticket, il code. Mais c'est le mauvais développeur. Ah non, là je m'égare. Revenons dans Sardines. Oui, ici dans le sud, on aime bien parler de sardines plutôt que de moutons. Donc on a 2 cas de figure. Le premier cas de figure, le développeur va ouvrir la codebase du projet dans son IDE préféré. Et là, il va tomber sur du code clair qui est bien écrit, explicite. Et donc du coup, il va surfer de fonction en fonction jusqu'à trouver la bonne fonction. Et ensuite, il va pouvoir corriger le bug. Alors, est-ce qu'il corrige le bug facilement ou pas? Ça, l'histoire ne nous dit pas. On a le deuxième cas de figure ensuite. Ce cas de figure, c'est celui où le développeur, il ouvre donc son IDE, il charge la codebase, et là, il va dans le premier fichier qu'il trouve, et le premier fichier, il fait 1000 lignes. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, déjà, le développeur, il fait un malaise, il tombe en arrière. Bon, son équipe vient, il aide à se relever, il revient à sa place. Donc, il est dans le premier fichier, il regarde la première fonction elle fait 500 lignes. Et bien là, remalaise. Sauf que ce coup-ci, il a perdu 2 dixièmes à chaque œil, donc il emprunte les lunettes de vue à son collègue. Et donc là, il met ses lunettes de vue, il peut enfin lire le nom de cette fonction qui s'appelle handle data. Là, on l'a perdu quoi. Il n'y a plus de développeur. Il se met en boule sous son bureau et on le reverra plus jamais. Enfin si, on va le revoir un peu plus tard, il sera dans l'équipe de design, il sera devenu designer. Ça va, je déconne, j'aime bien nos amis de design. Bon, tu comprends où je veux en venir. J'ai peut-être un peu grossi le trait, mais crois-moi, en plus de 15 ans de carrière, des fonctions de 200 lignes et des fichiers de plus de 1000 lignes, j'en ai vu déjà beaucoup trop. Pour résumer, c'est super important d'écrire des fonctions simples, claires et efficaces. Alors tu vas me dire, ok Cédric, ton sketch, il est génial, c'est super, mais sinon dans la vraie vie, pourquoi c'est important d'écrire des fonctions propres en fait? Et là, je vais te répondre, c'est super important d'écrire des fonctions propres parce qu'elles vont rendre ton code plus lisible, plus maintenable et un peu plus fiable. Un code clair et concis, c'est facile à comprendre, non seulement pour toi, mais aussi pour tous les autres membres de l'équipe. En plus, écrire des fonctions propres, ça va te permettre de réduire les erreurs, de faciliter le débogage et d'aller plus vite dans les demandes d'évolution. Et pour terminer, je dirais que des fonctions bien structurées, c'est des fonctions plus simples à tester, donc ça va améliorer la qualité et la stabilité de tes développements. Et après, tu vas me répondre, ok, je pense avoir compris pourquoi c'est important, mais comment on fait des fonctions propres? Et là, aujourd'hui, je vais te parler de 3 caractéristiques importantes. Pour qu'une fonction qui a été codée soit reconnue propre, on peut se baser sur pas mal de critères. Dans le livre donc le Bob, Clean Code, il y a un paquet de critères. Mais j'ai choisi aujourd'hui de mettre le focus sur 3 critères. 3 critères qui pour moi sont importants et en plus sont assez faciles à prendre en main, je pense. Alors, le critère numéro 1, c'est la longueur. On dit qu'une fonction propre, elle doit être courte. Alors, dans le livre, Oncle Bob, il nous parle de 20 lignes. Pourquoi le chiffre 20? J'ai bien une théorie, je pense que c'est parce qu'il aime bien le vin. Le vin, le raisin, tout ça. Bon, moi je vais y aller, je pense. Non, je déconne. Bon, du coup, j'exagère un peu. On n'est pas obligé de rester bloqué sur le chiffre 20, mais quand on arrive sur une fonction qui fait à peu près une centaine de lignes de code, on sait qu'il y a un souci, on sait que c'est pas bon. Et il explique clairement pourquoi. Pour lui, c'est important d'avoir une fonction assez courte. C'est surtout que ça permet de limiter le nombre de choses que fait la fonction. Et ça va nous amener au critère numéro 2. Et ce critère numéro 2, cette caractéristique numéro 2, c'est le but, le rôle, l'objectif, le pourquoi on a écrit cette fichue fonction. On dit d'une fonction propre qu'elle fait une seule chose. Et si elle le fait bien, c'est encore mieux, on va pas se le cacher. Si jamais elle fait plus d'une chose, c'est qu'elle est probablement trop complexe. Un moyen pour détecter ça, c'est d'essayer de donner un petit nom à ta fonction. Si tu n'arrives pas à nommer ta fonction sans mettre le mot « et » dedans, c'est que potentiellement il y a un souci. Par exemple, si quand tu veux essayer de nommer ta fonction, tu te retrouves à lui donner le nom sauvegarder utilisateur et envoyer une notification, ça peut te mettre la puce à l'oreille, il y a potentiellement un souci. Prenons l'exemple. On va prendre l'exemple d'une fonction qui ouvre un fichier, le lit, le parse, le modifie et l'enregistre ailleurs. Si c'est la même fonction qui fait tout ça, on a peut-être un problème. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Au fur et à mesure du temps, avec des ajouts et des modifications, cette fonction, ça peut potentiellement devenir un vrai cauchemar pour la maintenance. Passons maintenant à la caractéristique numéro 3, le critère numéro 3. Et ce critère, ce dernier critère, c'est le nom. Alors, une fonction propre doit avoir un nom clair et explicite. En lisant son nom, tu dois de suite comprendre ce que fait la fonction. Quel est son but? Si tu es obligé de rajouter un commentaire, c'est qu'il y a un problème en fait. Voici une règle simple. Si le nom de ta fonction est clair, ton code le sera probablement aussi. Un bon nom de fonction améliore instantanément la lisibilité du code. Donc on va voir ensemble quelques astuces pour avoir des jolis noms de fonctions. Astuce numéro 1, utiliser des verbes d'action. Le nom d'une fonction doit indiquer ce qu'elle fait. Commence donc toujours le nom de ta fonction par un verbe d'action pour rendre son rôle plus explicite. Par exemple, tu peux commencer par le verbe récupérer, envoyer, sauvegarder ou send, fetch, save si tu codes en anglais. Astuce numéro 2, être clair
et précis. Choisis des mots précis pour décrire le nom de ta fonction, afin que son nom soit compréhensible, même sans lire le contenu de ta fonction. Par exemple, pour une fonction qui trie des adresses d'utilisateurs, au lieu de choisir le nom Process Data, on peut choisir le nom Sort Customer Address. Ça permet de définir explicitement le rôle de cette fonction, sans lire le contenu. Astuce numéro 3, éviter les abréviations ambiguës. Hormis peut-être l'abréviation ID pour identifiant que à peu près tout le monde connaît, tu peux avoir des abréviations ambiguës dans le code. Par exemple, si au lieu d'appeler ta fonction générer rapport, tu l'appelles gen RPT. C'est pas forcément clair pour tout le monde en fait. Astuce numéro 4, nommer ta fonction selon son objectif, pas selon la méthode. Le nom d'une fonction doit exprimer pourquoi elle existe ou ce qu'elle fait, mais pas comment elle le fait en fait. Ça permet de ne pas renommer la fonction si jamais son implémentation change. Prenons le cas d'une fonction qui cherche un utilisateur, par exemple dans un fichier texte. Il vaut mieux appeler cette fonction findUser que setUser in text file, parce que si son implémentation vient changer et tu viens chercher un utilisateur dans une base de données, le nom de la fonction pourra rester le même. Ça restera findUser. Le rôle, l'objectif, le but de cette fonction, c'est de trouver un utilisateur. Astuce numéro 5, respecter la cohérence. Déjà, ce qui est bien, c'est d'utiliser des conventions de nommage et ensuite d'avoir des conventions de nommage cohérentes et de les appliquer partout. Par exemple, si on choisit d'utiliser le préfixe get ou le préfixe fetch, eh bien on l'utilise partout de la même manière. Ça permet à notre code d'être plus prévisible et c'est mieux pour nous et même pour les autres développeurs en fait. Astuce numéro 6, évitez d'utiliser des termes trop généraux. Des termes vagues comme doStuff ou handledata rendent le code difficile à lire. Soyez spécifique et décrivez précisément ce que fait la fonction. Astuce numéro 7, utilisez des préfixes significatifs. Pour des fonctions communes, des préfixes comme is ou has nous donnent pas mal d'informations sur l'intention et sur le type de retour de la fonction. Par exemple, isValidEmail ou hasAccess. C'est assez explicite en fait. Astuce 8, pensez en termes de domaine métier. Essayez de nommer vos fonctions en utilisant les termes et le vocabulaire du domaine métier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, à partager autour de toi et à t'abonner à la chaîne. Et surtout, pense à activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses ou si tu as des questions. À très vite!